Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous recevons Stéphane Simonet, docteur en histoire, qui a consacré sa thèse au commando Kiefer, chercheur associé à l'université de Caen, mais aussi ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen et membre du conseil scientifique de la Fondation de la France libre. Stéphane Simonet, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages consacrés à la France libre et à la résistance, sur les commandos Kiefer, sur les maquisards, mais aussi sur les poches de l'Atlantique plus récemment. Aujourd'hui, nous discuterons de votre dernier ouvrage, publié en 2023 chez Talandier, en février dernier. Ils ont choisi la mort plutôt que le déshonneur, dans lequel vous retracez le portrait de 11 combattants morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout d'abord, première question, pourquoi avez-vous voulu faire cet ouvrage de biographie ? Alors, en fait, j'avais un sujet que j'avais en tête depuis pas mal d'années, c'était une histoire familiale. Dans le cercle familial de ma femme, il y avait ce personnage, Bertrand de Saucine du Pont de Gault, un chef de sous-marin, un commandant de sous-marin, qui avait fait le choix, en novembre 1940, de sacrifier, de se suicider, plutôt que de rendre intact ou presque son sous-marin donc aux Anglais à l'époque et aux gaullistes. Donc j'avais cette histoire avec pour laquelle j'avais à la fois les archives, les récits du grand-père, donc c'était le parrain en plus, Bertrand de Saucine était le parrain du grand-père de ma femme. Et donc j'avais cette matière-là et je m'étais dit tiens, j'en ferai peut-être un jour un livre, un roman, ou en faire quelque chose. Et je me sentais en plus chargé de transmettre cette histoire qui était pas très connue parce que le sous-marinier il est du mauvais côté, il est du côté de Vichy, donc c'est pas un héros. Et donc j'avais décidé de garder ça dans le coin de ma tête et entre-temps j'avais été quand même voir à Vincennes toutes les archives au service historique de la marine liées à la fois aux sous-marins, liés aux personnages, donc j'avais vraiment fait toute la recherche qu'il fallait. Et puis quand j'ai proposé ce sujet-là à mon éditeur, donc Talandier, Dominique Missica, qui est mon éditrice, elle m'a dit c'est bien sympa ton sujet, mais ça va intéresser qui à part ta famille, à part les spécialistes de la marine et qui plus est de Vichy, pourquoi tu n'élargirais pas ça sur le sujet beaucoup plus vaste du sacrifice dans la guerre, donc en trouvant d'autres trajectoires d'hommes et de femmes qui se sont soit suicidés, soit sacrifiés en allant jusqu'au bout de leur force, de leur engagement pendant la guerre. Et donc cette histoire familiale en fait a débouché sur une histoire plus globale avec donc il fallait que je trouve des portraits d'hommes et de femmes à la fois de 40 jusqu'en 44, de façon à un peu équilibrer les engagements. Et donc, je suis arrivé difficilement quand même à 11 portraits, parce que il y a plein d'exemples de personnes qui se suicident, mais derrière, on n'a pas forcément les archives ou les témoignages qui vont avec, donc on peut pas construire une histoire si on n'a rien derrière. Et donc, j'ai réuni 11 portraits, et une seule femme, malheureusement. J'ai qu'une seule femme dans mon panel, qui est connue, certes. Et en plus, je voulais à la fois aussi montrer les parcours de personnes connues, comme Bertolt Albrecht, comme Fred Scamaroni, localement qui est un peu connu, et puis des gens inconnus, méconnus, et qui le seront toujours. Donc l'idée du livre, c'était aussi de leur rendre, pas hommage, mais enfin de les faire un peu revivre. Voilà un petit peu comment elle est née l'idée du livre, donc un point de départ très, très familial, très centré sur une histoire que j'ai connue, qu'on m'a racontée, puis des récits beaucoup plus larges. Et donc du coup, la notion centrale de votre ouvrage, c'est le sacrifice. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition ? Quelle forme ça recouvre ? Est-ce que c'est uniquement le suicide ? Et comment vous l'avez approché ? Alors en fait, c'est pas uniquement le suicide, même si le point de départ c'est quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est laissé couler au fond de l'eau avec son sous-marin. Je voulais pas que ce soit une histoire de suicidé, et donc dans les trajectoires que j'ai rencontrées, il y avait des personnes qui sont allées au bout de leur engagement. Donc c'est une histoire d'engagement, mais déjà de s'engager dans la guerre volontairement, de s'engager chez les Gaules ou de Vichy, d'aller au bout de leurs valeurs. Donc il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de résistants, il y a beaucoup d'agents du renseignement. Donc ils ont tous des valeurs d'engagement, de sacrifice, parce qu'ils ont sacrifié. Au-delà de leur vie, à la fin, ils ont sacrifié aussi leur vie de famille. Pendant leur engagement, ils ont mis tout de côté. Donc, ils ont fait ce pas de côté. Ils ont mis leur carrière de côté, leur famille, des fois des vies confortables. Et donc, il y avait cette histoire de sacrifice, et puis le sens de l'honneur, et puis d'aller jusqu'au bout de leur engagement. Et jusqu'au bout de leur engagement, ça peut être jusqu'à donner sa propre vie pour protéger les siens, les camarades. Il y a plein d'exemples où certains vont au bout de leur force pour protéger leurs gars. Je pense à un commando sur la plage qui a abandonné tous ses copains, qui va nager vers la vedette rapide de l'armée en Angleterre. Donc lui, il fait le choix d'aller nager jusqu'au bout de cette vedette en plein hiver, donc il sait très bien qu'il n'y arrivera pas. Donc il meurt sous les yeux de ses hommes. Donc il y a à la fois le sacrifice, où effectivement on se rend pas à l'ennemi, on se suicide, voilà. Donc il y a vraiment le code de l'honneur, et ça c'est beaucoup de militaires ou de résistants, et puis des engagés volontaires, ça va être plutôt pour protéger leurs camarades
ou d'aller au bout, voilà, sans se poser vraiment de questions. Et c'est pour ça que le choix est... Moi, j'ai eu du mal à imposer un autre titre à l'éditeur, parce qu'ils n'ont pas forcément tous choisi la mort. Ils ont choisi les risques de leur engagement, et qui peut aboutir à la mort, mais ils n'ont pas choisi de mourir. Alors forcément, Bertolt Albrecht qui se pend dans sa cellule, ou Fritz Cameroni qui se pend aussi, ils ont choisi. Mais certains, non, sont allés au bout de leur engagement, du combat, avec la mort au bout, mais voilà, ils l'ont pas choisi. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait revenir sur la manière dont vous avez sélectionné ces portraits? Enfin, vous venez de nous dire qu'il y avait des questions de choix à cause des archives, hein. Mais est-ce que vous aviez d'abord une typologie en tête? Pas du tout. J'avais en tête une chronologie, donc il fallait que j'aborde des thématiques de 40 jusqu'en 44. Donc 40, c'est plutôt voilà la défaite, l'occupation, le début de l'occupation. Après, il y avait toute la mise en place de la résistance, des réseaux de renseignement, et puis il y avait la libération de la France. Donc il y avait forcément des périodes dans lesquelles les engagements étaient très forts, où le poids de la défaite en 40 était très fort. Et donc j'ai commencé à regarder, à lire des choses sur cette défaite de 40, et c'est comme ça que j'ai trouvé 2 personnes qui ont choisi de mourir à ce moment-là. Donc le colonel Dutray, qui est un colonel d'artillerie qui va se tirer une balle dans la tête dans les faubourgs de Lille, plutôt que de rendre ses canons à l'ennemi, aux Allemands. Et puis le lieutenant Bourguignon, qui est un lieutenant de la ligne Maginot, lui qui va vraiment obéir aux ordres de tenir cette ligne Maginot coûte que coûte, donc il va mourir asphyxié avec ses 105 hommes. Et puis voilà, puis après il y a 5 ou 6 agents du BCRA, donc eux, la mort fait partie de leur quotidien, parce que s'ils sont pris, voilà, ils ont à disposition une pilule de cyanure, donc c'est une porte de sortie qu'on leur donne, de mourir sans trahir et sans subir les tortures. Et donc voilà, donc c'était une chronologie au départ, et puis la chronologie m'a fait aller sur des thématiques, l'Imaginaux, défaite de 40, résistance, libération. Et donc là, j'ai lu à chaque fois des ouvrages très généraux en cherchant des exemples de personnes qui auraient choisi de se suicider ou qui seraient allées se sacrifier avec leurs hommes. Et donc du coup, après, vous avez mobilisé un certain nombre d'archives pour étayer leurs Alors portraits. j'avais beaucoup plus de noms que ça, j'avais quasiment une vingtaine de personnages. Hein. Mais pour les besoins du livre, il fallait quand même en réduire, il fallait passer à 10-12 pour pas que ce soit trop répétitif. Donc il y en a plein que j'ai laissé de côté, et puis il y avait plein de personnes qui avaient les mêmes parcours. Je pense notamment aux agents du BCRA, voilà, ils avaient le même parcours. Et donc je suis allé après voir leur dossier personnel, donc à Caen, donc le dossier des statuts, des pensions, parce qu'en fait ils ont tous la mention mort pour la France. Donc ils ont tous un dossier mort pour la France à Caen, donc au DAVCC. Et donc j'ai commencé à regarder dans ces dossiers-là, et puis parallèlement je suis allé voir aussi leur dossier personnel de résistants, donc à Vincennes, au SHD à Vincennes, au château de Vincennes. Et donc là c'était une mine d'informations, parce que dedans il y a à la fois des papiers très administratifs, mais des fois il y a même des témoignages, des comptes rendus d'opérations, je pense notamment aux missions des agents du BCRA, ils rencontrent de leur mission, donc ils détaillent toute leur vie. Quand ils sont interrogés en Angleterre, quand ils arrivent en Angleterre, il y a un peu leur pédigré qui a été collecté. Donc j'avais cette matière-là, et puis après j'ai beaucoup lu, je pense à Bertolt Albrecht, forcément il y a plein de livres qui ont été écrits sur Bertolt Albrecht, et donc j'ai beaucoup lu ce qui a été écrit sur elle. Après il y avait un travail de synthèse, parce qu'il fallait passer, en fait c'est des mini-biographies en fait, c'est des mini-biographies entre 20 et 30 pages, donc il fallait ramasser tout ça. Donc voilà, donc j'ai cette matière archivistique, une matière voilà aussi de documentation à travers le livre, et puis quelques sites internet effectivement qui sont très spécialisés, le Métron par exemple, ou voilà, des sites, ou le site des Compagnons de la Libération, parce que certains sont Compagnons de la Libération dans mon corpus, donc voilà, j'ai commencé à amasser toute cette documentation, puis après il fallait écrire. Et est-ce que vous aviez des sources plus personnelles? Peut-être des témoignages ou des archives que vous auriez récoltées auprès de familles Très peu finalement, très peu, à part les archives de Bertrand de Saussine du Pont de Gaulle, il y avait quelques écrits, quelques lettres, et notamment quelques documents d'archives où il raconte un peu son amitié avec Saint-Exupéry et Honoré d'Estienne-d'Orf, donc c'était 3 copains des mêmes années. Des années 20-30 à Paris, donc il y avait un peu de matière avec ça. Le reste, non, c'était un choix délibéré de pas me tourner vers les familles, de demander leurs archives personnelles, voilà. Donc peut-être que j'aurais dû le faire. Après, il y avait une question de temps, s'il fallait l'écrire en moins d'une année. Donc il y avait j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, en fait, à trouver un style différent pour chaque histoire. La difficulté, c'était ça, c'était qu'on sait dès le départ qu'ils sont morts. Donc comment on amène l'histoire, quoi? À quel mécanisme? Est-ce que on fait un flashback? Est-ce que à partir d'où on commence le récit? Est-ce que c'est à la fin? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, il fallait à chaque fois imaginer une attaque différente de chaque chapitre. Donc là, j'ai beaucoup passé de temps à l'écriture, en fait. Plus qu'à la recherche, visiblement, apparemment.
D'ailleurs, sur cette question des chapitres, on voit que votre ouvrage il est découpé en 3 grandes parties: mourir pour l'honneur, mourir pour sauver les autres et mourir pour ne pas trahir. Pourquoi ces 3 parties justement? Il fallait, en accord avec l'éditeur, il fallait que ça soit pas non plus un catalogue de récits, de biographies sur le même thème du sacrifice. Donc il fallait essayer un peu de thématiser le livre avec 3 chapitres, effectivement. Mourir pour l'honneur, donc là, c'est les 2 exemples dont je citais tout à l'heure, avec de soldats qui sont des militaires pour le coup de l'année 40, donc qui sont des militaires avec une discipline militaire, avec un code de l'honneur, avec le poids de la hiérarchie, le poids de la discipline depuis leur engagement dans l'armée. Donc là, on ne se rend pas, quoi. On ne se rend pas à l'ennemi et on applique les ordres jusqu'au bout. Donc c'est le choix, voilà, c'est ce qui est arrivé au colonel de l'artillerie, qui a dit publiquement qu'il ne se rendra jamais aux Allemands. Donc il l'a dit devant ses généraux, donc voilà, il le fait. Et puis c'est le lieutenant Bourguignon qui applique jusqu'au bout, jusqu'à les dernières heures, l'ordre de rester dans son fort. Donc ça c'est la première thématique, mourir pour l'honneur. Mourir pour sauver la vie des autres, parce qu'effectivement ces gens-là, à un moment donné, ils font le choix de se mettre en retrait, leur propre vie, pour sauver celle pour lesquels ils ont une responsabilité. Et donc c'est ce 2e chapitre. Et puis le 3e, c'est pour ne pas trahir. Alors, c'est essentiellement des agents de renseignement qui, effectivement, pour protéger leur réseau, toute la pyramide d'un mouvement de résistance, mais ils le savent dès le départ. Lorsqu'ils s'engagent dans BSRA, on leur dit, voilà, si vous êtes pris, on ne sera pas là pour vous sauver. Personne ne sera là pour vous sauver. Même si Bertil Albrecht a été sauvé une fois ou deux par Henri Freinet, mais ce sont des gens qui opèrent seuls dans la solitude, dans l'anonymat, et donc c'est la mort, elle se fait dans la solitude. Et donc là, c'est mourir pour ne pas trahir. Donc il y a eu ce découpage en 3 chapitres, parce qu'il fallait aussi que le bouquin soit un livre un peu rythmé, avec même si à chaque fois les thématiques peuvent se recouper. C'est vrai que c'est pas très cloisonné finalement, mais il fallait vraiment hiérarchiser tout ça et donner un sens à chaque type de décès et de choix, quoi. Et donc du coup, pour entrer un peu davantage dans le fond du sujet, est-ce que vous pourriez développer la manière dont certains sont amenés au sacrifice, quels sont les contextes qui sont plus propices, et surtout développer cette idée que en fait finalement c'est pas toujours un choix. C'est pas toujours un choix. Certains ils se posent pas la question. Ils savent que bon, déjà la mort fait partie de la guerre, donc c'est un risque de se faire tuer, mais de se donner volontairement la mort, de se suicider pour le coup. Certains y pensent, et je pense toujours assez résistants. Le but c'est de ne jamais être pris, donc pas parler. Donc là, la mort fait partie de leur action, de leur rôle. Ils ont anticipé les choses, ils sont préparés. Et donc je pense à tous ces résistants qui sont morts dans leur cellule, à Fred Scamaroni qui s'est pendu dans sa cellule en Corse, à Bertil Albrecht qui se pend dans sa cellule à Fresnes. Ce sont des gestes qui ont été pensés, qui ont été envisagés pendant toute leur clandestinité. Ils savent qu'un jour, ils le disent, ils l'écrivent, hein, certains, ils le disent. C'est un peu comme Pierre Brossolette, dont je parle pas dans le livre, mais voilà, il l'a aussi envisagé. Lui va se jeter par la fenêtre de la rue des Saussaies. Donc le choix, il fait partie de leur action. La mort fait partie de leur action. D'autres, ils y pensent pas du tout. Donc d'autres, ils sont dans le feu de l'action. Donc je pense à ce commando Kieffer là, qui débarque sur cette plage de Gravelines avec toute son équipe. Le but, c'est de faire un raid nocturne, de récupérer des renseignements. Au petit matin, ils sont piégés sur la plage. Il n'y a pas de bateau pour venir les chercher. Donc il fait un briefing avec ses hommes en disant: vous m'attendez là. Si jamais je reviens pas, vous disséminez sur le territoire et vous rentrez comme vous pouvez en Angleterre. Et lui, il part tout seul devant. Donc lui, il va au-devant de la mort quasiment. Et ses copains le voient mourir sous leurs yeux. Donc voilà, donc c'est terrible pour lui, mais voilà. Donc Valran, donc c'est son nom, n'a pas choisi la mort. Mais voilà, il a été au bout de ses forces pour pouvoir sauver ses camarades. Et parce qu'il est responsable de ces hommes-là. Il a une trentaine d'années, il a des gars qui ont 20 ans, voilà, des relations très, pas paternelles, mais voilà, ils sont responsables, c'est le chef du groupe, donc voilà, donc il va au bout de ses responsabilités. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple également dans le livre? Il y a ce Bertrand de Saussine du Pont de Gaulle. Alors lui, son geste est inexpliqué. Parce que normalement, il est commandant d'un sous-marin, il est brillant, il est premier une belle carrière, il est père de famille, il laisse un enfant de 9 ans et une femme veuve, juste parce qu'il ne veut pas rendre son sous-marin, qui est complètement avarié, aux Anglais et aux gaullistes. Et parce que dans la marine, on rend pas son bâtiment. On lui a confié un bâtiment, il s'est engagé dans la marine pour ça, on lui a confié un équipage, donc il sauve son équipage. L'équipage est sauvé, donc il remonte en surface, l'équipage est sauvé, il est fait prisonnier par les Anglais, et lui il redescend dans le kiosque, ouvre toutes les purges de ballast, et le truc coule au fond du lot. Donc lui, c'est un choix, en ayant revêtu son uniforme de sortie, et c'est quelqu'un de hyper catholique, avec des principes, des valeurs, et lui c'est une question d'honneur. Voilà. D'honneur, et il se sent pas capable d'assumer cette défaite, de ne pas avoir pu sauver son sous-marin, parce qu'il est complètement
avarié. Il a sauvé son équipage, c'était vraiment ce qui lui préoccupait, et il n'a pas pu sauver son sous-marin, et surtout il ne veut pas le rendre aux Anglais, et il ne veut pas se rendre non plus. Donc il fait le choix, lui, vraiment de se laisser couler au fond de l'eau. Voilà, donc lui, c'est vraiment l'honneur dans la pure tradition militaire. D'ailleurs, la devise de la marine, c'est honneur et patrie, donc voilà. Et je pense que s'il avait été face à des Allemands, il aurait fait la même chose. On me dit toujours, oui, Bertrand de Saucine, vous mettez dans votre bouquin, mais c'est pas vraiment un héros, il était du côté de Vichy. Bon, voilà. L'idée, c'est de montrer aussi qu'il y avait des héros du côté de Vichy, voilà. Et je pense que ce Bertrand de Saucine, s'il avait été obligé de rendre son sous-marin à des Allemands, il aurait fait la même chose, franchement. Là, c'était de rendre son bâtiment à l'ennemi, quel qu'il soit, ou gaulliste ou anglais. D'ailleurs, alors peut-être que c'est aussi des parcours que vous n'avez pas pu évoquer, mais est-ce que dans ces choix d'éviter le déshonneur, il y a peut-être des personnes qui ont choisi le sacrifice pour peut-être éviter la torture, par exemple, par peur de la torture? Ah bah oui, clairement, je pense à François Delimal, qui est le jeune étudiant de 22 ans, donc je clôt le livre avec ce portrait-là, François Delimal. Il a une vingtaine d'années, et lui, il est dans la résistance, il est un peu rentré par hasard via des camarades de lycée et puis d'études supérieures, et donc il se retrouve effectivement pris dans une souricière à Paris avec toute l'équipe qui venait pour une réunion clandestine, et donc lui il se retrouve effectivement amené dans les locaux de la Gestapo, et avant même d'être torturé, lui il va faire le choix effectivement de croquer sa pilule de cyanure. Donc voilà, donc il fait le choix, voilà, il a plus rien à perdre. Son père s'est suicidé quelques mois auparavant, il a fait ce qu'il devait faire, et donc je pense que, mais c'est pareil, on n'a pas des écrits, on n'a pas de récits, mais il laisse même pas l'occasion de la Gestapo de lui soutirer les informations, parce qu'il en a énormément à ce moment-là. Et donc François Delimal fait ce choix-là, et il est très jeune. Je pense qu'il il a tout donné, et il s'est engagé pour ça. Il avait été prévenu, tous ses camarades ont été arrêtés avant lui. Il le sait, il est le dernier arrivé dans cet appartement, donc il sait très bien que c'est fini, quoi. Et de même, Bertolt Albrecht, qui se fait arrêter à Mâcon pour la deuxième ou troisième fois, qui a été épuisé par des mois d'internement, des mois de torture dans différentes prisons. C'est terminé. Et donc, lorsqu'elle est ramenée en région parisienne, donc elle est extraite de son milieu lyonnais, mâconnais, de toute son équipe qui peut la sauver. Elle arrive à Paris, elle est seule. Elle est épuisée physiquement, elle a 50 ans, voilà, elle se sent un peu abandonnée. Et donc là aussi, la Gestapo n'aura pas le temps de l'interroger, parce qu'elle se pend au petit matin, voilà. Donc dans un geste vraiment de terrible, quoi. Sur ces individus, hommes et femmes, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la diversité des origines sociologiques de ces personnes? Parce que justement, vous le disiez, donc il y a un étudiant, il y a des officiers de carrière... Et voilà, c'est ça, ils viennent un peu de toutes les classes sociales. Bertolt Albrecht était une femme qui avait épousé un riche banquier hollandais, donc elle a une vie très confortable à Londres, puis après à Paris, dans des grands appartements, où elle a une vie sociale, une vie mondaine, et puis en fait ça lui suffit pas, quoi. Elle s'engage auprès des républicains espagnols, elle s'engage en accueillant des déportés allemands, enfin des réfugiés allemands qui viennent en France dans les années 30, donc elle s'engage au service des autres, elle crée un service social dans le mouvement combat, donc elle abandonne cette vie confortable, elle abandonne même ses 2 enfants qu'elle place chez des cousins en permanence lorsqu'elle, dans son itinérance en France, dans la France clandestine, elle s'occupe que de ça, que des autres, et puis elle rentre et elle tombe amoureuse folle de Henri Freinet. Et donc elle se met au service de combat, et elle met entre parenthèses sa vie de famille, sa vie de mère de famille, même si elle s'occupe quand même de ses enfants. Et voilà, elle finit seule, quoi, dans un dépouillement le plus absolu, quoi. Quand on lit et quand on la voit physiquement, elle est tombée tout en bas de l'échelle. Et puis vous avez des grands bourgeois, Bertrand de Saucine du Pont de Gaulle, comte, voilà, qui a fréquenté, voilà, lui aussi les milieux parisiens, avec ses copains de la rue des Saints-Pères, voilà, ils sont tous amoureux de la même fille, Louise de Villemorin, voilà, une espèce d'entre-soi, voilà. Et lui, il fait le choix de la marine, hein, c'est un officier, donc voilà. Et puis il y a un étudiant, effectivement, François Delimal, il y a Fred Scamaroni qui vient de la préfectorale, donc fils de préfet, lui-même chef de cabinet du préfet, donc il arrive à Caen en 37 jusqu'en 39, donc il est chef de cabinet du préfet à Caen, et lui c'est un Corse, donc c'est un espèce, voilà, de héros corse. On a qui d'autre, le lieutenant Bourguignon, ouais, qui est un jeune officier aussi, qui est passé par Saint-Mexan, par toutes les écoles militaires françaises. Donc, et puis, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. On a ces pilotes, les 2 pilotes là, Jean-Marie Dor, qui est havrais, qui s'est battu dans la Royal Air Force, et puis Maurice de Seine, Maurice de France de Seine, donc lui qui est un aristocrate aussi, qui vient de Paris, qui effectivement ce sont des pilotes, donc c'est un peu le prestige des pilotes français à l'époque, qui viennent de milieux tout à fait bourgeois, voilà, peut-être pas Jean-Marie Dor, mais Maurice de Seine, oui, complètement.
de Seine. Mais Jean-Marie Dore, voilà, Jean-Marie Dore, c'est un gars qui est issu d'un milieu populaire, du Havre, qui a qu'une seule passion, c'est de voler. Donc, dès l'âge de 3 à 4 ans, ses parents l'emmènent sur l'aérodrome à côté du Havre, il voit des avions volés, il veut devenir pilote, et à 16 ans, c'est le plus jeune breveté en pilotage civil en France. Il a 15-16 ans, il fait la une des journaux déjà. Et donc lui, il va s'engager très rapidement en 39 dans l'armée de l'air, quoi. Et donc il va finir dans les rangs de la Royal Air Force, après se faire engager chez De Gaulle, et puis il va mourir aux commandes d'un Spitfire dans le ciel anglais, quoi. Donc voilà, on a des itinéraires complètement différents. Il n'y a pas vraiment de prototype type, il n'y a pas de profil idéal type dans mon livre, mais c'était ça l'idée, c'est de montrer aussi que c'était des gens qui avaient des questions différentes, des parcours différents. Alors quand même, c'est vrai, beaucoup de parcours militaires, hein, beaucoup ont fait des écoles militaires, mais d'autres non, ils viennent de la vie civile. Voilà, c'est au hasard des rencontres, des affectations, et puis c'est vrai que c'est au moment de la défaite. Au moment de la défaite, où ces gens se trouvent, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Donc la plupart, effectivement, rentrent à la résistance, la plupart vont chez De Gaulle. Et du coup, au-delà du point commun qui est leur sacrifice, on a aussi l'impression qu'ils sont tous mus par une forme d'engagement très très forte. C'est ça, ils se sont engagés, mais ce sont des gens qui sont animés par une volonté de faire, quoi, parce que ces gens-là, quand ils font le choix déjà en 40 de refuser cette défaite, de s'engager, donc s'engager physiquement, donc dans un réseau de résistance, ou quitter la France, s'évader de France par l'Espagne ou par la Bretagne pour aller rejoindre l'Angleterre et Londres, et après s'engager auprès des Anglais. Je pense à Maurice de Seine, s'engager auprès des Anglais, puis après aller combattre sur le front de l'Est avec Normandie et Niemen. Donc c'est des gens qui ont une force d'engagement, voilà, et donc ce sont des gens qui ont des tempéraments assez forts. Et puis, en fait, il y a 3 choses qui les réunissent, c'est l'engagement, le sens de l'honneur et le sens du sacrifice, quoi. Ça, c'est vraiment les 3 thèmes qui les relient. Mais au départ, ce sont des personnes qui font le choix de s'engager, de tout abandonner, de tout laisser tomber pour s'engager, pour une France libre, pour refus de l'occupation. Donc voilà, déjà, c'est un arrachement. C'est pas facile à faire en 40. C'est facile pour nous dire, mais avec les moyens de connaissance de l'époque, les médias, ils savent pas trop où ils vont, quoi. Quand ils quittent leurs parents ou quand ils passent la frontière espagnole, c'est pour aller combattre depuis l'extérieur dans les rangs de la France libre ou dans les rangs de la résistance. Donc c'est vraiment, au départ, c'est l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la question de la reconnaissance et de la mémoire de leur sacrifice, peut-être après la guerre, justement ? Ceux qui ont été un petit peu honorés, ce sont ceux qui ont été faits compagnon de la Libération. Donc le général de Gaulle a institué cet ordre, ne pouvant pas donner la Légion d'honneur, il va créer un nouvel ordre qui est le compagnon de la Libération. Il y aura 1077 ou 1048, je sais plus si on compte les villes, compagnons. Et donc ceux qui ont été par décret reçus cette croix de la Libération, ils sont un petit peu sortis de l'oubli. Encore quoique, il y en a quand même qui sont pas très connus. Donc eux, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Ceux qui ont participent au combat de la libération en 43, 44, ils sont un peu honorés. Ceux qui sont des héros de 40, Dutrey, Bourguignon, de Saucine, ils sont complètement oubliés parce qu'ils font partie de cette année 40 qui est l'année de la défaite. Et c'est vrai que l'année de la défaite, l'année 40, elle est un peu oubliée. Les 100 000 morts de la campagne de 40, on les a complètement oubliés. On a plus honoré après la guerre, la résistance, donc ça vous connaissez ça par cœur. Et donc tous ces combattants de 40, ils sont un peu tombés dans l'oubli. Et la plupart d'ailleurs ne sont pas compagnons de libération, hein, aucun des 3 ne l'est, mais ils ont le statut mort pour la France. Et donc ceux qui ont été vraiment mis en valeur, c'est les agents secrets de général de Gaulle, les agents du BCRA, les grands résistants, et puis les combattants de la résistance, quoi. Donc finalement les militaires très peu. Alors les 2 pilotes peu connus également. C'est vrai que l'armée de l'air est peu connue. On a beaucoup honoré les résistants, en fait. Mais ça correspond effectivement à cette période de la France résistante, jusqu'aux années 70, quoi. Donc, où il a fallu honorer les héros. Et Bertolt Albrecht fait partie de cette catégorie-là. En plus, c'est une femme. Donc, effectivement, on a honoré une femme. C'est encore maintenant au Mont-Valérien. Voilà. Il y a toute une histoire autour de ça. Donc, la mémoire a fait qu'il, effectivement, a été très sélective par rapport à l'après-guerre. Et donc, certains sont complètement méconnus. Et moi, je me suis amusé, effectivement, à essayer de faire ressortir des parcours complètement méconnus. Et donc, j'espère que le livre va pouvoir les faire connaître un peu mieux. Et c'est pour ça que je voulais pas aller sur des personnes trop connues. Pierre Brossolette, j'aurais pu faire sur Pierre Brossolette. Bertolt Albrecht, je pouvais pas le faire. Mais voilà, donc, j'ai voulu aller vers ce genre de personnes.
Quand vous avez consulté justement les dossiers de mort pour la France, est-ce que vous avez constaté peut-être une différence pour le délai de reconnaissance de leur statut de mort pour la France? Est-ce que Bertrand de Saucine, par exemple, ça a été aussitôt qu'il a été reconnu mort pour la France ou, Je me souviens plus trop, mais effectivement, la plupart, ils ont le statut assez tardivement. Ouais. Alors, je ne me souviens plus qui a lu avant qui, mais en tout cas, j'ai pas fait attention en fait, pour être honnête avec. Mais globalement, ça vient assez tardivement, quoi. Années 50, 60, voire plus tard. Hein. Donc, je pense à Dutray notamment, ouais, ça me semblait un peu tard. Bourguignon également. En fait, Bourguignon, en plus, son corps, on va le retrouver en 73, donc le corps de Bourguignon. Donc voilà, donc lui, en fait, il est tué avec tout son équipage. Les Allemands enterrent les corps dans des fosses communes, et donc il manque une quinzaine de corps dans les années 50. Et donc, c'est sur l'indication d'un prisonnier de guerre allemand, d'un Allemand qui a participé à l'inhumation des corps en 40, qui revient plus tard en 73 avec le fils qui fait venir et qui lui montre, c'est là. Donc ils ouvrent une fosse et il y a la quinzaine de corps qui restent. Donc en 73, on redécouvre le corps du lieutenant Bourguignon. Donc je pense que le statut vient à ce moment-là. Donc oui, il y a une temporalité complètement différente. Ouais. Donc ça, par contre, je l'ai pas vraiment mesuré, je suis pas attaché à regarder ça de très près à Caen. Du coup, vous évoquiez les compagnons de la Libération. Je crois qu'elles ne sont que 6 femmes. Oui, à c'est avoir ça. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quand même un mot de Berthier Albrecht? Et est-ce que la consultation de son dossier à Vincennes ou à Caen vous a permis d'insister sur des aspects qui sont un peu moins connus de sa trajectoire? Alors, concernant Berthier Albrecht, effectivement, alors j'ai pu consulter les archives à Caen, à Vincennes, au musée de l'Ordre de la Libération aussi, ils ont un dossier. En fait, chaque compagnon a un dossier de documentation assez conséquent pour Berthier Albrecht, qui est assez important, avec plein de documentation ou de lettres de sa fille, de témoignages, donc il y a même des photos. Et donc, ce que j'ai appris de Berthier Albrecht, et c'est peut-être pas rendu dans le bouquin, mais c'était pas le sujet, c'était tout le volet social qu'elle a développé. C'est à la fois une assistante sociale qui a beaucoup œuvré pour ça, au-delà d'être une résistante, et c'est surtout une figure féministe. Elle s'est beaucoup engagée dans des écrits dans les années 30, 40, avant la guerre. En fait, c'est une femme d'engagement qui a beaucoup milité pour les droits des femmes, pour le droit d'une femme pour disposer librement de son corps. Elle avait déjà des thèses pour l'avortement, pour voilà, des tas de choses comme ça. Elle l'a écrit, donc elle a écrit un journal, elle a milité pour ça, elle a fait des réunions publiques, donc elle est déjà très engagée par rapport à ça. Et en fait, son engagement en faveur des femmes, la cause des femmes, en fait, ce qu'elle va faire contre le nazisme, c'est une continuité. Ouais, c'est une femme d'engagement. Et donc tout ça, pendant la résistance, elle va proposer à Henri Freinet de doter le mouvement combat d'un service social, d'assistance sociale pour les familles qui sont à la recherche de leurs proches ou pour l'aide aux prisonniers de guerre. Voilà, donc elle va aider les familles à apporter des vivres, des couvertures, de la nourriture, donc à visiter les prisons justement, avec les familles, les prisonniers de guerre français. Donc voilà, elle a toute une œuvre sociale. Et le mouvement combat sera le seul mouvement de résistance qui sera doté d'un volet social. Donc ça, on le doit à Berthier Albrecht. Donc Berthier Albrecht, elle a, avec Henri Freinet, développé le mouvement combat, mais elle a surtout développé tout le volet social du mouvement combat. Donc voilà, tout ce qui est l'aide aux familles, l'aide aux veuves, l'aide aux orphelins, donc elle va beaucoup travailler dessus. Et donc elle va, notamment, ça va être c'est une découverture aussi, lorsqu'elle est à Lyon, elle travaille à Villeurbanne, pour Vichy, elle travaille dans un service social. Voilà, donc c'est sa couverture. Donc pour qu'elle fait ça, voilà, en même temps elle fait la résistance. Donc c'est une femme pleine d'énergie, parce qu'en fait, elle fait de la résistance, elle a son métier d'assistante sociale à Villeurbanne, et puis voilà, elle a tout son action clandestine, d'accompagnement de toutes ces familles qui sont à la recherche d'un père, d'un fils, dans les prisons. Et donc c'est ça que j'ai découvert chez cette femme-là, effectivement, et c'est une des 6 femmes compagnons, et oui, c'est peu de choses. Et en fait, en lisant toutes ces histoires de résistance, en fait, la résistance est très masculine, hein. Même si dans un chapitre, il y a, notamment sur François Delimal, il y a je décris un petit peu le fonctionnement du bureau des opérations aériennes. Il y a beaucoup de secrétaires femmes, il y a beaucoup d'agents féminines qui gravitent autour de ce bureau des opérations aériennes, et notamment, j'ai trouvé 2 parcours de femmes qui ont été effectivement arrêtées en même temps que François Delimal, qui ont été torturés également, déportés. Voilà. Donc il y aura encore une histoire à écrire sur ces 2 femmes qui m'ont vraiment marqué. Parce que une est enceinte, elle passe son bébé pendant son arrestation. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc voilà, oui. Mais je tenais absolument à ce qu'il y ait une femme dans cette histoire-là, mais malheureusement il n'y en a qu'une. J'aurais aimé qu'il y en ait d'autres, mais des femmes qui ont fait le choix du sacrifice et du suicide, j'en connais pas d'autres. Et j'ai même demandé à Dominique Messica, qui est
une grande historienne, voilà, elle n'a pas su me dire. Moi j'avais une question, c'est à propos de la citation qui est mise en exergue sur la couverture de votre livre. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisie? Est-ce que c'est un choix d'éditeur? Et pourquoi cette citation? Elle est extraite en fait d'une citation d'un des 11 portraits. On a eu énormément de mal à trouver un titre et un sous-titre et une couverture. Et donc il fallait effectivement qu'il y avait 3 parties. Effectivement, il y avait à la fois le titre, mais qui est un peu lourd, mort, déshonneur. Et il y avait une chronologie 39-45, et puis une citation pour montrer quand même qu'on parlait de parcours de vie, et donc et puis surtout qu'on parlait de liberté. Donc ce sont des gens qui sont morts pour la liberté, pour leur retour à la liberté. Et donc dans les citations que j'ai fournies, donc en gros pour les 11 portraits, j'avais une citation ou 2. Donc ils ont extrait celle-ci, effectivement, ils l'ont coupée même pour la mettre dans un bandeau, de façon effectivement ça interpelle un petit peu le lecteur, quoi. Voilà. Mais pour le coup, là, la couverture, elle était très compliquée, parce que c'est difficile de mettre des portraits, et puis il fallait qu'on change aussi du côté livre d'histoire avec un portrait noir et blanc. Et donc on est parti sur une couverture très roman, finalement, très essai, très roman, mais il fallait quand même une citation. Et le parti pris, c'est d'ouvrir chaque chapitre avec une citation, qui est souvent qui a été écrite ou prononcée par la personne en question dont je fais le portrait. Est-ce que vous avez d'autres projets, notamment sur ces 2 femmes que vous citiez tout à l'heure? J'aimerais bien, et Dolphine Bissica, elle me pousse là-dessus, j'aimerais bien écrire un livre sur les femmes, mais il y en a tellement qui ont été écrits, et c'est vrai que il y a une grande tendance. Et ces 2 femmes en particulier, j'aimerais bien écrire quelque chose mais là, il faut vraiment que je me replonge dans leur dossier, dans leur histoire, parce qu'en fait, c'est pas que simplement 2 secrétaires, qui sont fait aussi piéger dans cette souricière à Paris. Au-delà de ça, elles faisaient tourner le bureau des opérations aériennes, elles étaient elles-mêmes familles de résistants, avec des frères, avec des pères aussi qui avaient résisté, et donc c'est toute une famille qui a résisté, donc elles font partie d'une même dynamique. Dominique Bissica a fait un livre sur les familles de résistants, donc elle a fait il n'y a pas très longtemps, notamment il y a la famille Vico à Caen qui a beaucoup résisté, donc c'était intéressant. Donc moi, pour l'instant c'est pas la priorité, mais j'ai ça dans un coin de ma tête, et du coup on a évoqué, en discutant, pourquoi pas faire un livre sur les femmes dans la résistance. Elles ont libéré la France, donc ça peut être effectivement la part des femmes dans la libération du territoire, aussi bien les femmes dans la résistance que les femmes engagées chez Leclerc, que les femmes qui ont été parachutées comme agents du BCRA, que les femmes parachutées comme télégraphistes. Enfin, on a plein d'exemples qui pourraient faire, je pense, l'ossature d'un livre de la libération de la France, aussi bien avec le débarquement de Normandie que celui de Provence. Parce que dans chaque unité, il y avait des femmes. Il y avait la Rochambeau en Normandie, donc celle de Leclerc. Il y avait des femmes aussi qui ont débarqué avec Delattre en Provence. Il y avait des femmes aussi qui ont résisté dans des mouvements. Donc tout ça a contribué à quelle est la part féminine de la résistance, quelle est la part féminine dans la libération de la France. C'est un sujet qui n'a pas été évoqué. Après, l'idée de faire une biographie d'une femme, moi, ça me tente bien. Ça me tente bien. Là, j'ai un collègue qui a publié chez Talandier Violette Szabo. Il a fait une magnifique biographie de Violette Szabo. J'aurais bien voulu la faire. Donc là, là, pour le coup, je vais sur un autre bouquin, j'ai un autre projet. Ça n'a rien à voir. Je fais un livre sur le groupe de chasse Normandie-Yémen. Parce que moi, des pilotes comme Maurice de Seine, qui ont fait le choix de se porter volontaire en 42 pour aller combattre à bord de vieux yaks sur le front de l'Est par moins 30 degrés avec des mécaniciens russes aux côtés de Staline. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine. Et c'est vrai que Normandie-Yémen, en France, c'est pas très connu. Et par contre, quand vous allez en Russie et que vous dites déjà que vous venez de Normandie, tout de suite, les Russes disent « Ah, Normandie-Yémen. Normandie-Yémen. » Normandie, pour eux, c'est attaché à Normandie-Yémen. Et je crois qu'il y a 150 écoles baptisées Normandie-Yémen. Voilà. Chez nous, il n'y en a pas, je pense. Et en plus, le groupe s'appelle Normandie. Donc, et les cuissons, c'est les 2 léopards normands. Et donc voilà, je suis en train de préparer un livre là-dessus. Donc ça sera à la fois un livre sur cette histoire de ces pilotes français qui sont partis avec leurs mécaniciens russes, comment ça fonctionne. Un livre très, très illustré, du coup, ce sera un bel album. Et d'essayer de rendre compte un peu de cette histoire aux Français qui méconnaissent cette histoire. C'est pas dans l'air du temps de parler de la Russie en ce moment, mais en tout cas, cette amitié franco-russe, elle a existé, elle a été très forte de 42 à 45, quoi. À tel point que Staline, d'ailleurs, lorsque les pilotes arrivent en France avec leurs avions au Bourget, au retour de toute leur campagne, Staline offre à la France les avions, quoi. Donc, les 40 Yak sont offerts à la France, et les Yak ont servi d'avions école pour le pilotage des jeunes officiers, et donc il y a encore maintenant 1 ou 2 exemplaires, et le groupe Normandie-Yémen existe toujours, il est toujours actif. Il est à Mont-de-Marsan, donc maintenant il pilote sur des Rafales, mais le groupe de chasse existe toujours. Normandie-Yémen, voilà. Donc c'est une histoire qui perdure. Et moi, ce qui me fascine, c'est des portraits comme Maurice de Seine, il y en a plein, et c'est beaucoup d'aristos qui ont fait le choix d'aller combattre
dans cette escadrille, sous étant d'argolistes, avec des mécaniciens boudjiques derrière. C'est fascinant, je trouve. Plein de projets qui risquent de nourrir encore les rayons de nos oui, bibliothèques. plein de projets, mais c'est vrai que, d'avoir croisé comme ça au cours des recherches, j'ai croisé des tas de personnages secondaires, en fait, et qui mériteraient vraiment qu'on s'y attache, quoi. Et je pense effectivement à ces femmes. C'est ça l'intérêt de fouiller dans les archives, c'est qu'on croise, on pourrait rentrer, c'est des tiroirs qu'on ouvre et on pourrait aller sur d'autres, on s'éparpille, quoi, parce qu'on a on va avoir un dossier d'un tel, et puis du coup, là, faut se ressaisir sur le cœur du livre, quoi. Les risques du métier d'historien. Oui, vous connaissez ça, les risques d'historien, voilà, le livre s'éparpille. Bien, Stéphane Simonet, il nous reste à vous remercier pour cet entretien. Et nous ne pouvons que encourager à lire ce livre, à lire ces 11 itinéraires de combattantes et de combattants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.